Bonsoir à tous. Nous avons commencé samedi par la question de la rareté à venir, hein, le fait que les énergies fossiles s'épuisent. Et donc la question c'était de savoir comment fait-on avec cette situation qui va de toute façon s'empirer, quelles sont les solutions possibles pour pouvoir avoir une vie soutenable, hein, un minimum de confort dans un monde où l'énergie va devenir un enjeu majeur. Alors, vous savez que nous sommes cette semaine, c'est la semaine où la COP 30 se réunit au Brésil. La COP 30, c'est la convention sur le climat où tous les grands de la planète se réunissent pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour diminuer la consommation d'énergie fossile et pour essayer de ralentir le réchauffement climatique. Imaginons qu'un jour, le bateau n'arrive plus sur le port de Jarry. Ils ont installé de super portiques. Ils ont creusé le port de Jarry pour que l'on puisse accueillir des bateaux beaucoup plus gros que ce qu'ils faisaient. Ça veut dire on augmente les importations. On fait encore arriver plus de produits qui viennent de plus de pays différents. Donc ça n'arrange pas forcément nos affaires en termes de consommation locale. Alors mardi, c'était intelligence artificielle et intelligence collective. Je crois que vous avez apprécié cette présentation de Peter Strack sur justement comment fonctionne l'IA et comment elle peut être une alliée, mais aussi quelque chose qui peut être un danger pour nous, à la fois dans sa manière de fonctionner, les addictions que cela peut entraîner, mais aussi sur la consommation énorme d'énergie que cela représente. Cet après-midi, nous étions avec les agriculteurs de l'UDECAG à Lamentin, où nous avons été reçus par le président de l'UDECAG, et nous avons pu effectivement échanger. Et Peter a présenté un peu ce qu'il avait déjà fait ici, mais adapté justement à ce public qui sont des planteurs de canne et qui utilisent effectivement des engrais pour leur agriculture. Alors ce qui était intéressant, c'est que les propositions de solutions que Peter a présentées, beaucoup ne connaissaient pas. La question de la conservation des sols, ils ne connaissaient pas forcément. Peter a parlé des AMAP. Alors, il a été dit qu'il y avait une AMAP qui avait fonctionné en Guadeloupe, mais qui avait disparu. Donc, il y a eu déjà des tentatives, mais qui n'ont pas pu prendre racine. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des solutions intéressantes. Ça veut dire que les esprits n'étaient pas prêts. Et ce qui est ressorti de ces conférences, c'est la question de la confiance. Pour aller vers ces solutions, il faut avoir confiance dans l'autre. Et certains faisaient remarquer qu'effectivement, avant, il y avait la confiance dans notre pays, où on vivait dans les lacs-cours, où on s'échangeait tout, où on surveillait les enfants les uns des autres. Et aujourd'hui, on est dans une société individualiste, où c'est le chacun pour soi et on se méfie de son voisin. Donc ça a été très fortement dit par les personnes qui étaient là. Hein. On sent qu'ils auraient bien voulu aller dans cette direction, mais il faut rétablir confiance dans la société guadeloupéenne. Et je pense que nous avons un rôle à jouer en tant que chrétiens pour pouvoir rétablir cette confiance par notre témoignage, par notre comportement, par notre façon de vivre. Et je crois que nous avons quelque chose en nous qui peut aider cette société à se réconcilier avec elle-même. Et ce soir, donc mercredi, nous sommes sur un nouveau sujet qui est comment dépasser le clivage entre le centre et la périphérie, qui structure notre modèle social et politique. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Maintenant, je laisse la parole à Peter Strack. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Merci encore d'être déplacé pour réfléchir sur un sujet qui est peut-être pas dans votre esprit, mais on voit que les clivages entre les très grands centres urbains et le reste du pays, ça augmente depuis au moins 25 ans. Et les tensions commencent à devenir toujours pires. Et je vais vous montrer un peu ça. Donc, je crois que c'est important que nous comprenions ce problème pour aussi pouvoir avoir des solutions. Comme disait un membre du Club de Rome, aucun raisonnement logique, aucune argumentation juridique ou aucune science éthique ne résoudra un problème mal compris.
Je crois que c'est assez évident. Voilà un peu le sujet que nous allons regarder. Déjà, une introduction à ces concepts de centre et périphérie. Et après, on va faire un constat politique et social. Et pour ceux qui sont à la périphérie, je voudrais aussi donner des indications comment ils peuvent résister aux empires, entre guillemets, par la coopération. Je vais vous faire comprendre ce que ça veut dire un empire dans ce contexte. Et finalement, on va essayer de discuter pour trouver des solutions locales. Alors, l'introduction à ces concepts. À gauche, c'est une rue de New York, Manhattan. Et à droite, c'est un village suisse. Alors, grosso modo, on peut dire le centre, c'est là où il y a tout le pouvoir politique, économique et même culturel. Et à droite, c'est la campagne qui nourrit le centre, mais qui peut être parfois vraiment maltraitée. Le centre ou les mégalopoles traitent la périphérie, c'est-à-dire la ruralité ou les petites villes, comme le ferait un empire hostile. Et ça depuis 5000 ans. Donc c'est pas récent, vous n'êtes pas les seuls. C'est vraiment un principe qu'on pourrait développer en long et en large et que je vais essayer de vous résumer. Voilà quelqu'un qui a réfléchi sur cette question, William Appelman, qui dit « L'impérialisme est essentiellement une perte de souveraineté et de contrôle sur des questions fondamentales et des décisions essentielles d'une société largement agricole au profit d'une métropole industrielle. Le pouvoir supérieur soumet un inférieur à ses propres préférences. » Ça, c'est la définition de l'impérialisme. Et comme on peut voir, dans le domaine de l'agriculture, on pourrait dire les techniques qui ont été développées et plus ou moins imposées venaient tous du centre et étaient imposées. Donc c'est un pouvoir supérieur à soumettre un inférieur à ses propres préférences. Sur l'agriculture, toute une équipe a dit quelque chose de très intéressant pour un petit peu souligner ça. Ce sont donc ces industries phytosanitaires et semenciers et non les agriculteurs qui ont choisi, élaboré et diffusé les techniques actuellement utilisées qui ont été mises au point en dehors de l'agriculture. Il s'agit d'un nouveau monde de transfert de la rente foncière au profit du capital, concentré de l'industrie et du grand commerce. Donc, la richesse qui était produite à la ruralité par les agriculteurs et toutes ces infrastructures qu'on a besoin autour de ces agriculteurs, ces bénéfices ont migré de plus en plus vers les industries qui se trouvent dans les grands centres urbains. Et un pasteur ménonite des États-Unis a écrit « Ce n'est qu'en apprenant à reconstruire des communautés de confiance que nous pourrons aider notre culture à faire une transition pacifique vers un mode de vie compatible avec l'ère post-pétrole et post-impériale. » Les deux vont d'ailleurs très souvent ensemble. Parce qu'on a beaucoup d'énergie bon marché, on a pu se permettre de faire une agriculture tellement intensive en énergie et en produits chimiques et concentrer le pouvoir dans les villes. Le jour où ce sera post-pétrole, il y a une forte chance que ça va être aussi un post-impérial dans le sens que les grands centres urbains vont devoir se retourner vers la campagne. Un géographe qui m'a beaucoup inspiré, Christophe Cully, il dit, par exemple, ceux qui s'identifient à la France de la diagonale du vide sont majoritaires. Les gens ordinaires, la périphérie, sont le socle de la civilisation occidentale. Alors on a cette expression assez méprisante d'ailleurs, on appelle ça la diagonale du vide. Pourquoi? Vous voyez ce qui est sur la carte, là, entre les deux lignes noires? Ça veut dire que là, il n'y a pas de très grand centre urbain. Donc les intellectuels des grands centres urbains appellent ça la diagonale du vide. Vous voyez, si vous devez donner une adresse, vous dites j'habite dans le vide, ce n'est pas un compliment. Et donc, c'est la vision un petit peu qu'a le centre de la périphérie. Sauf que, comme nous allons voir dans les votes, la majorité des Français s'identifient aux valeurs qui se trouvent dans cette diagonale du vide. Regardez une fois le premier tour des élections parlementaires qu'on a eu la dernière fois.
En bleu foncé, c'est les circonscriptions qui ont voté pour le Rassemblement national, c'est-à-dire pratiquement toute la ruralité et les petites villes. Et les grandes villes, comme Paris, Rennes, Strasbourg, Bordeaux et tout ça que vous voyez là, que j'ai listé, ils ont tous voté pour des partis qui sont autres que le Rassemblement national. Donc c'est un vrai clivage politique qui se met en place et qui risque de déchirer nos sociétés si on ne fait pas attention. On a déjà eu un avant-goût de ce déchirement avec les Gilets jaunes dont je vais encore parler. Est-ce que tous ceux qui votent là pour le Rassemblement national, c'est tous des fascistes, comme on voudrait leur mettre l'étiquette? Évidemment non. On verra pourquoi ils votent comme ça. Regardez aux États-Unis, c'est la même chose. En rouge, c'est le parti de Donald Trump, les républicains, et en bleu, c'est les démocrates. Donc partout, il y a des grandes villes, ça vote démocrate. Dans un État comme le Tennessee, qui est vraiment très fortement majoritaire pour les républicains, les 3 grandes villes, ils votent démocrate. Vous avez un État donc qui vote soit dans 2 tiers républicains, mais les en particulier les 2 grandes villes, Nashville et Memphis, ils votent vraiment démocrates. C'est un vrai clivage. Et souvent maintenant, c'est tellement grave que les républicains et les démocrates, là où ils vivent, ne vivent plus dans les mêmes quartiers. Ils ne se parlent plus, ils ne se rencontrent plus, chacun a son propre réseau social et c'est un vrai clivage qui devient toujours pire. Et donc, on trouve le même problème en Roumanie, en Allemagne de l'Est et dans beaucoup d'autres pays. Quand les Roumains, cette année, ont voté pour un président extrême droite, le reste de l'Europe n'a rien compris. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que tous les Roumains sont devenus des fascistes? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils n'ont pas compris qu'ils ont voté parce que la périphérie a remarqué que la manière comme on organise nos sociétés, ça ne convient pas à la ruralité et aux petites villes. Donc, même cause, même type de vote. Regardez ce qu'il y a là. En Chine, maintenant, on parle souvent des métaux rares qu'on fait avec les terres rares. Là, c'est un étang avec des déchets toxiques. Parce qu'il y a des mines pour faire, et après, il y a des raffineries pour faire ces métaux rares qu'on doit purifier. Et ici, vous avez un étang avec ces produits toxiques. En Chine, il y a plus de 5000 de ces étangs à la ruralité. Évidemment, ils ne mettent ça pas dans un parc de Pékin, hein, à la ruralité. Là-dedans, il y a des métaux comme l'arsenic. On se plaint que les déchets nucléaires, ils peuvent être radioactifs pendant 10 000 ans, voire même plus. L'arsenic, il est toujours toxique même dans 10 millions d'années. Et il le met comme ça. 5000 étangs comme ça. Et là, encore une fois, je vais citer ce Roy Kaufman qui dit « Puisque les grandes villes concentrent le pouvoir politique et militaire, elles prennent ce qu'elles veulent chez les communautés rurales qui les entourent, et en retour, les villes donnent les déchets dont elles ne veulent pas. » Et ça, c'est une relation qui, évidemment, à la longue, ne va pas aider à une bonne collaboration dans le même pays. Donc, il y a quelqu'un, un sociologue, qui a fait une étude, que je voudrais citer une phrase, pour que là, il commence à comprendre, les gens commencent à comprendre. Le Brexit et l'élection de M. Trump renvoient moins à la crise de la vérité qu'à celle du libéralisme et de la technocratie. L'interprétation du monde qu'il propose ne correspond plus à l'expérience des individus. Donc, il y a la mondialisation qui marche bien pour certains, surtout dans les grandes villes, les cadres dans les grandes villes. Eux, ils ont le discours médiatique et culturel et politique, mais le reste du pays remarque, mais ce discours, ça ne colle plus avec notre vie. Et ça donnait après les Gilets jaunes, où le même géographe dit 80% des Français s'identifiaient aux Gilets jaunes, au moins au début, avant que ça devienne trop violent. Et 80% des Français s'identifiaient à la révolte des agriculteurs. Et les Gilets jaunes voulaient le référendum d'initiative citoyenne. Ça, ils l'ont souvent demandé, hein. Et le centre leur a donné 15 milliards d'euros pour calmer un peu les choses. Pourquoi ça? Mais vous donnez de l'argent, bon, ça fait un peu augmenter la dette de l'État, hein, pour tout le monde, mais surtout, il veut garder le pouvoir. Parce que si vous avez une initiative citoyenne,
mais le centre risque de perdre le pouvoir parce que les 80% là ne voteraient peut-être pas comme le centre voudrait. Donc la périphérie en colère vote pour des démagogues maintenant, très souvent, qui aggravent leurs problèmes. L'autodestruction de la périphérie est ignorée par le centre. Donc vous pouvez toujours casser tout ce que vous voulez ici à Pointe-à-Pitre, ça leur est égal. Les gilets jaunes, tant qu'ils ont bloqué des petites villes et les ronds-points un petit peu partout dans le pays, on les a ignorés. Ça a commencé à bouger quand ils commençaient à mettre le feu aux Champs-Élysées. Donc, ne faites pas l'autodestruction, ça ne marchera pas. Il faut trouver d'autres solutions. Là, vous voyez la dépendance que nous avons avec nos importations de gaz et de pétrole. C'est pourquoi je dis tous ces problèmes-là, le mécontentement qu'on trouve qui s'est exprimé par les Gilets jaunes, tous ces mécontentements qu'on trouve avec les votes plus ou moins extrêmes, ça, c'est que le début du problème. Parce que nous dépendons tellement des importations de pétrole et de gaz. 65% du PIB de l'Europe, de la richesse produite de l'Europe, ça dépend des énergies que nous importons. Et on peut voir ici à quelle vitesse les puits de pétrole de schiste se vident. Donc actuellement, il faut vraiment que nous réduisions notre dépendance à ces énergies fossiles, si nous ne voulons pas devenir une colonie de ceux qui ont le pétrole. Et là, c'est aussi à quelle vitesse c'est pour le gaz de schiste. Bon, l'Agence internationale de l'énergie a dit, à l'avenir, il faudrait trouver plus de nouvelles réserves de pétrole que dans le passé. Alors que dans le passé, on a déjà beaucoup cherché, et ils disent, si on veut continuer comme ça, à l'avenir, il faudrait encore trouver plus de nouvelles que ce qu'on n'a jamais trouvé dans le passé. Donc ça n'aura probablement pas lieu. Donc c'est pourquoi je dis, on est peut-être seulement au début des problèmes. Et un tout petit truc là, pour comprendre le début des problèmes, parce qu'il y a vraiment une très forte corrélation entre la richesse et l'énergie. On peut voir les deux courbes, le PIB, la richesse produite et l'énergie, ils se suivent vraiment. Ça correspond. Et quand on aura moins d'énergie, on aura moins de richesse. Ça va presque de soi. Et la dette que nous faisons maintenant, la dette, c'est quoi? En principe, c'est un pari sur l'énergie, sur la richesse qu'on produit à l'avenir. C'est un pari sur les richesses qu'on produit à l'avenir, parce que on espère pouvoir rembourser les dettes à l'avenir avec les richesses qu'on a produites à l'avenir. Mais si on va avoir moins de pétrole, on aura moins de richesses, on n'aura pas plus de facilité pour rembourser les dettes. Et là, je crois que j'ai déjà montré, je ne sais pas, en tout cas aux agriculteurs, j'ai montré comment les engrais sont dépendants des énergies bon marché. On voit que quand le gaz est devenu très cher en Europe, les prix des différents types d'engrais ont vraiment explosé. Le centre sera donc, quand les problèmes augmentent, le centre sera préoccupé par lui-même pour éviter une révolution dans les grandes villes. Parce que les révolutions, ça ne commence pas à perpétuer les lois, ça commence dans le centre. Hein. Encore quelque chose sur le ministre de l'Agriculture de 1961, qui a dit « Nous allons transformer la Bretagne en une immense usine à viande et à lait ». C'est ce qu'ils ont fait avec les techniques du centre. Et le résultat, il y a tellement maintenant d'engrais qui sont passés par les nappes phréatiques et les rivières dans la mer qu'on a des pollutions d'algues en Bretagne, que normalement, ce n'est pas prévu en Bretagne. Hein. Peut-être vous avez ça avec les sargasses, mais ici, en Bretagne, ce n'était pas prévu. Ça vient en partie à cause de cette agriculture beaucoup trop intensive qu'on a mis en Bretagne. Sauf que maintenant, le centre reproche aux agriculteurs d'avoir fait ce qu'on leur a imposé. Vous voyez un peu le problème. Et c'est un peu similaire avec le chlordécone chez vous. Hein. Le coût de la dépollution, j'ai lu des études, elles estiment ça à peu près à 2 milliards, et le budget alloué à ce but était de 0,05 milliards. Je dis, c'est vraiment une très vieille histoire, ce centre et cette périphérie. Ceux d'entre vous qui connaissent les histoires de la Bible, ils savent qu'il y avait 7 années de très bonnes récoltes, que le premier ministre Joseph, le premier ministre de Pharaon, Joseph, avait vu venir avant que c'était arrivé, et a donc dit aux Pharaon il faudrait faire des grands silos de réserve pendant ces 7 années pour avoir des grands stocks. Et après, il y a eu les 7 années de très mauvaises récoltes. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il y avait les mauvaises récoltes? D'abord, les gens
ils ont dû acheter la nourriture jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus d'argent. Quand il n'y avait plus d'argent, ils ont fait quoi? Ils ont vendu leurs terres. Après, pour manger, hein. Après, ils ont vendu leur maison. Et après, ils se sont vendus eux-mêmes. Et cette phrase-là conclut, le texte, là en Genèse 47, conclut avec cette phrase, tout le pays appartenait à Pharaon. C'était la conclusion. Tout le pays appartenait à Pharaon. Une chose assez curieuse, c'est que les prêtres n'étaient pas concernés. Donc l'élite religieuse, l'hierarchie religieuse a approuvé cette politique et n'a pas été concernée. D'ailleurs, ce soit très souvent, quand il y a des crises, le pouvoir central augmente son pouvoir sur le dos de la misère de la périphérie et l'élite religieuse, aujourd'hui peut-être plutôt l'élite culturelle qui remplit la même fonction que autrefois l'élite religieuse, ils sont, en général, on les garde au calme pour qu'ils ne fassent pas de bruit. Ils ont le droit un peu de protester, mais quand même pas trop fort. Et de préférence, moi, à l'intérieur du théâtre et de l'opéra et pas ailleurs. Donc, vous voyez, le problème là, toute la population, surtout les agriculteurs, ils sont devenus des esclaves de Pharaon. Donc, une grande crise peut souvent produire ça. C'est pourquoi je dis, on peut appeler ça un mécanisme de l'empire qui maltraite la ruralité. En Chine, il y a 300 millions d'ouvriers qui ont quitté la ruralité pour construire les grands centres urbains. Parce que la Chine est devenue maintenant très très moderne dans les grandes villes. Hein. Ils ont 30 années de dur labeur, sans vie familiale, et maintenant on leur donne une retraite de 15 € par mois. Parce qu'ils étaient obligés d'aller travailler dans les villes, mais ils n'avaient pas le droit d'amener leur famille. Donc, les ouvriers travaillaient dans la ville, étaient très mal logés, et se sont abîmés la santé, séparés de leur famille, et maintenant on leur donne ça. The Economist a publié un article dont je vous donne un extrait, où ils écrivent, dans le journaliste, « Beaucoup de difficultés des ruraux migrants ne coûteraient que de petites sommes pour les résoudre. Hélas, les puissants des métropoles ne font pas respecter les droits individuels des travailleurs. Au lieu de cela, ces travailleurs doivent naviguer dans un système administratif impitoyable dans lequel ils doivent plaider et négocier ce qu'ils ont gagné. Une génération remarquable de migrants a construit la nouvelle Chine et ils en payent encore les frais avec les mains, le dos et le cœur brisé. Vous voyez, peut-être vous pouvez vous identifier un petit peu à ça, mais ça c'est un mécanisme du centre et de la périphérie. En Chine, c'est même pire qu'en France, largement. En Russie, c'est pire qu'en France. Même si en France aussi, il y en a des problèmes que vous connaissez certainement mieux que moi. Et c'était encore ça, un chiffre à retenir. Dans le budget d'alimentation moyen de quelqu'un qui a des revenus moyens, il dépense à près 14% de ses revenus pour l'alimentation. Sur ces 14%, il y en a 13% qui vont pour les magasins, le transport, les emballages, les banques, les industries et tout le reste. Et seulement 1% qui va pour les matières premières des agriculteurs. Et le centre domine aussi le discours culturel. Donc c'est pourquoi je vous dis, c'est très important, gardez-vous votre discours culturel. Ne vous laissez pas dominer par le discours culturel du centre. Là, je vous montre deux tableaux, comment la culture dominante du centre exprime son aliénation de la nature humaine et de la création et de l'environnement. Le premier tableau de Picasso, c'était la dernière fois quand il a dessiné son épouse. Et un autre dessin où on voit les femmes de Salvador Dali. On voit qu'il y a une aliénation dans le discours culturel dominant du centre, de la nature, mais des êtres humains, parce que la philosophie dominante, ça veut dire que de toute façon, tout est absurde. Tout est absurde, rien n'a de sens, et donc, ils expriment leurs sentiments. L'être humain n'a rien qu'une machine biologique programmable, donc on dessine une femme en forme de machine. Ce discours, vous n'êtes pas obligé de le suivre.
C'est pourquoi je trouve c'est important encourager vos artistes. Vous n'êtes pas obligé de suivre, vous n'êtes pas moins que rien si vous avez des artistes qui expriment un autre discours culturel. Regardez là Jacques Ellul, qui est un prophète pour moi, ce qu'il écrit par rapport à ce sujet. C'est dans ce milieu construit par l'homme, c'est-à-dire les mégalopoles, qui est construit par l'homme, pour l'homme, à l'exclusion de toute autre intervention, de toute autre puissance, c'est dans ce milieu que l'homme peut en effet se faire un nom. Notre ville, celle de notre temps, est bien celle où l'homme peut impunément s'affirmer maître de la nature. C'est seulement dans une civilisation urbaine qu'un homme a la possibilité métaphysique de dire « j'ai tué Dieu ». Évidemment, vous pouvez dire que vous êtes le maître de la nature si vous êtes dans une ville où la nature n'y est plus. Et c'est seulement dans ce contexte où vous avez l'impression que vous maîtrisez tout dans la ville, l'être humain, tout est fait par lui ou pour lui, vous maîtrisez tout, vous allez avoir l'impression j'ai tué Dieu. Donc, résister aux empires par la coopération, mon troisième chapitre, et ça commence par garder vos fêtes traditionnelles, vos cultures, et vous pouvez en être fiers. Ici, je vous montre des fêtes culturelles. À gauche, c'est là à la Suisse, à la campagne, et ça, j'ai trouvé quelque chose sur la Guadeloupe. Là, on peut voir comment les Suisses ont résisté au féodalisme de l'époque du XIVe siècle par la coopération. C'était une révolte paysanne. À ma connaissance, c'est la seule révolte paysanne qui a durablement réussi. C'est les montagnards suisses là, qui se sont battus contre l'empire des Autrichiens en Habsbourg. Ils se sont battus et là, depuis 700 ans, ils se réunissent comme ça pour débattre les choses politiques. Donc chaque citoyen est formellement dans une alliance avec tous les autres citoyens. Ils se sont concernés par le bien public et chaque homme est armé pour défendre la communauté, mais pas pour se défendre lui-même. On augmente la cohésion de ces pays-là, ces cantons, par diverses fêtes et traditions. Il y a autre chose. En Écosse, vous trouvez la même chose à peu près. Quand un roi est décédé et qu'il y avait un problème de succession pour le roi, ils ont créé eux-mêmes la ruralité et la démocratie. Depuis le XIVe siècle, il y a des parlements qui décident les lois et les impôts. Et après, il y a des petits parlements locaux, appelés les conseils provinciaux, qui sont envoyés des représentants au Parlement et au Conseil de province. Ils ont eux-mêmes, naturellement, créé une démocratie. Et encore mieux, vous trouvez même dans une partie de l'Ukraine, ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, la ruralité du Hetmanat, cosaque, en Ukraine, a réalisé une démocratie en se battant contre les empires russes, ottomans et polonais pour un maximum d'autonomie. On pourrait en conclure sur ces quelques exemples que la ruralité, si on ne l'impose pas la volonté d'un empire, elle a tendance à devenir démocratique. Et les ultra-riches, évidemment, du centre et les entreprises de l'intelligence artificielle souhaitent une nouvelle forme de féodalisme pseudo-démocratique. C'est ce qu'ils souhaitent, et à ça, il faut aussi résister. Donc résister aux empires féodaux par la coopération. Là, les Gilets jaunes, on voulait justement le référendum d'initiative citoyenne. Et la périphérie doit donc résister et ne pas se laisser tromper par des démagogues. C'est important. Un de ces très riches de la Silicon Valley qui veut un peu dominer le monde, en tout cas en partie, il a dit qu'il serait sain d'avoir des élections avec une participation plus faible. Je crois que le taux de participation est assez élevé à New York. Je pense qu'il sera plus sain que les gens se désintéressent, que l'identité du maire n'ait aucune importance et qu'il ne vote tout simplement pas. Ça, c'est l'idéal de ces maîtres de l'intelligence artificielle et de toutes les nouvelles technologies pour la démocratie. Vous voyez? Eux, ils préfèrent un système féodal, avec le plus grand mépris pour des gens simples comme nous. Donc résister aussi en ne pas vous laisser voler le temps de communauté. Grâce aux machines que nous avons, hein, les tracteurs, les voitures, les machines pour fabriquer les ordinateurs et tout ça, grâce à toutes ces machines, les jeunes ont gagné 400 000 heures de temps libre dans une vie. Que font-ils avec ces 400 000 heures gagnées par rapport aux jeunes d'il y a un siècle, hein? Qu'est-ce qu'ils font avec ces 400 000 heures?
Elle donne maintenant 330 000 heures aux écrans, aux applications addictives créées par les entreprises les plus riches du monde qui gouvernent avec le centre. Donc ne laissez pas voler le temps. La ruralité ne vous laissez pas voler le temps de communauté. Et ça se manifeste comme ça, graphiquement. En bleu, à gauche, vous voyez le nombre d'heures qu'ils ont passé encore en 2003, les jeunes entre amis, en réunion, comme ça, faire des choses. C'est à peu près 2h30 par jour en 2003 et à peu près 40 minutes encore maintenant. Et ça semble encore diminuer. Et à droite, vous voyez le même problème. L'isolation sociale augmente beaucoup. Beaucoup de ces jeunes sont maintenant isolés socialement, ce qui est vraiment dommage pour eux. Donc, il ne faut pas s'isoler de la communauté humaine. Parce que là, l'intelligence artificielle propose tout plein d'outils dont j'ai parlé. Donc, avec des partenaires virtuels qui disent toujours ce qu'on a envie d'entendre et qui ont une bienveillance programmée, mais qui rendent addicts. Donc, ne vous laissez pas voler le temps et ne vous isolez pas de la communauté par ces outils. Parce que depuis 20 ans, chaque nouvelle technologie réduit les relations humaines et produit des nouvelles addictions et aussi de la solitude. En Suède, maintenant, 50% des logements sont habités par une seule personne. Regardez ce qui est arrivé là depuis 1990 ou 2000. Le nombre de personnes, à cause de tous ces réseaux sociaux et smartphones, le nombre de, surtout chez les filles, qui ont des dépressions graves, les statistiques des entrées en urgence à l'hôpital ont été multipliées par 4 à cause de tous ces écrans. Le temps libre gagné grâce aux machines est donné aux écrans et rend malade. Les mêmes statistiques en Nouvelle-Zélande. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux et les smartphones, là, à peu près depuis 2010, ça a été multiplié par 4 ou 5, les anxiétés et les problèmes de santé mentale. Mais ne vous laissez pas non plus voler votre identité. C'est important. Aujourd'hui, les jeunes, par le téléphone, ont accès à des pornographies vraiment dégradantes et violentes. Et ces jeunes, après, ne se sentent plus bien dans leur corps, surtout les filles, ni dans leur corps, ni dans leur âme. Et il y a maintenant de plus en plus même des films porno qui sont faits par l'intelligence artificielle. Vous avez une photo de quelqu'un, de votre camarade de classe, vous mettez cette photo dans une intelligence artificielle, elle vous génère un film pornographique avec la tête de cette personne. Et après, vous mettez ça sur le réseau social. Vous voyez comment ça peut être destructeur. Et donc, on peut voir les transgenres, surtout chez les filles, ont été multipliés par 28. Le nombre a été multiplié par 28. En Allemagne, par 8. Parce que les jeunes, ils sont plus bien dans leur peau. C'est une vraie souffrance. Hein. Il ne faudrait surtout pas se moquer de ces gens-là parce que c'est une vraie souffrance. Après, il y a des gens qui sont non pas des transgenres, mais des transâges. Un Canadien, père de famille, 4 enfants, à 50 ans, il a décidé, maintenant, je suis une fille de 6 ans. Et il voulait aller à la mairie pour qu'on lui change la date de naissance. Parce qu'il est transâge, à ma vie. C'était dans les journaux. Mais la mairie a refusé. Hein. Mais il n'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul. Après, il y a des transanimaux. Il y a des gens qui sont tellement mal dans leur peau de humain qu'ils s'achètent des costumes pour être, par exemple, un loup, un chien ou quelque chose comme ça. Il y a tout un mouvement qui sont des transanimaux. Et même quelqu'un, semble-t-il, a voulu se marier avec la Tour Eiffel. Donc, une identité qui est réduite à la consommation, ça fait plein de troubles. Si en plus, avec toutes les autres technologies qu'on fait, que le centre produit, mais ça, ne vous laissez donc pas voler votre identité. Ça va devenir encore pire avec les robots. Parce que les robots, ça peut vraiment rendre des gens amoureux d'une machine qui après les surveille tout le temps, du matin au soir. Soi-disant, elle est au service de l'humain, mais en réalité, c'est une super machine de surveillance par les data centers. Jonathan Haidt, qui est un chercheur en psychologie sociale, qui a écrit un livre très intéressant, a donné des conseils qui maintenant on commence à suivre de plus en plus dans les écoles, hein, dans beaucoup de pays. Et il a conseillé qu'il ne faudrait pas donner de smartphone avant l'âge de 14 ans. Uniquement un téléphone portable simple, sans accès Internet.
La deuxième chose qu'il conseille, pas de réseaux sociaux avant l'âge de 16 ans. Parce que les réseaux sociaux sont destructeurs et si les enfants y vont trop tôt, c'est vraiment dangereux. À la limite, ils peuvent regarder des choses sur YouTube, mais pas TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook et tout ça. Pas avant 16 ans. Ensuite, il dit qu'il faudrait choisir des écoles qui interdisent les smartphones avant l'âge de 14 ans et permettre alors aux enfants de jouer seuls ensemble et résoudre seuls des petits conflits entre eux. On a parlé des seuils de frustration, je crois, hier ou avant-hier, je ne me souviens plus. Les enfants doivent apprendre à résoudre leurs conflits. C'est important pour qu'ils puissent grandir. Et le quatrième point que ce Jonathan Haidt propose, c'est que les jeunes devraient avoir plus de temps de jeu libre au contact du monde réel. Pas du monde virtuel, mais au contact du monde réel. Donc il faut encourager les relations entre humains, avec des animaux et avec la nature. Voilà les 4 conseils qu'il donne, vraiment pour que ça arrête d'augmenter ces cas de dépression grave. Donc, dépasser les clivages, il faut construire la coopération. Regardez cette photo, ça c'est la nature. Je vous ai dit, l'intelligence artificielle, elle fait toujours des choses que vous avez envie d'entendre. L'intelligence artificielle s'adapte à vos préférences, la nature non. Regardez ça, le vert qui est jaune et des forêts qui sont rouges. Mais si vous voyez un truc comme ça, c'est vous qui vous adaptez. Hein? La nature ne s'adapte pas à vous. Donc, les enfants qui sont assez dans la nature, ils vont apprendre à s'adapter au monde réel. Et après, ils vont être plus capables aussi d'avoir des amis qui se réunissent entre eux pour faire des choses dans la nature. Donc, les étudiants en économie, ça c'est une expérience qui a été faite à Chicago que je voudrais vous raconter un tout petit peu. Un prof a dit combien est-ce qu'il faudrait que je vous paye pour que vous renoncez à un téléphone pendant 2 semaines. Et le chiffre moyen qui est sorti, c'était $60. Et après, le prof a posé la question, et si toute la promotion renonçait au téléphone portable, il faudrait vous payer combien? Et le chiffre qui est sorti, que les étudiants auraient été prêts à payer à $1. Donc, on n'aurait même plus eu besoin de payer les étudiants. Eux-mêmes auraient été prêts à payer un petit peu si tout le monde arrêtait. Ça montre que les étudiants eux-mêmes se rendaient compte que ça ne leur fait pas du bien. Donc, un bon cercle d'amis est beaucoup plus valorisant que le dernier gadget électronique qui sera important pour la vie dans la société post-pétrole et ça fait partie d'apprendre la coopération dans la périphérie. Bon, je crois que j'ai encore un peu de temps. Ça, c'est des coopératives d'habitants où les gens coopèrent pour loger. C'est un petit peu ce que fait David. Hein. Combien de gens voudraient préférer regarder un match de foot ensemble dans une salle commune plutôt que tout seul sur son smartphone dans sa chambre? Je pense que la plupart des gens préfèrent faire ça ensemble. Hein. Donc, la coopération doit faciliter la mutualisation des machines et des outils et des salles, et aussi avec les agriculteurs et toutes ces choses-là. D'ailleurs, c'est la GVAD AMAP MAO que j'ai trouvé sur Internet, mais peut-être elle n'existe plus. Hein. Il y a quelque chose sur les zones bleues. Vous avez déjà entendu parler des zones bleues? C'est des zones où les gens vivent exceptionnellement longtemps. Il y a beaucoup de centenaires. Et si vous regardez ces différentes zones bleues, on a beaucoup étudié. En réalité, c'est lié à des personnes d'un certain âge, parce que les jeunes qui sont maintenant 20 ans, ils ont les mêmes problèmes que le reste de la civilisation. Hein. Ils mangent la même malbouffe chez McDo et qui ont les mêmes problèmes de maladie. Mais pour ceux qui n'ont pas eu ça, on peut voir, c'était des gens qui bougeaient pas mal, qui avaient un travail manuel dans le jardin, qui avaient très peu de moyens, mais qui avaient des bonnes relations de voisinage, dans la famille, dans le village, un petit peu peut-être comme ici, dans les villages, il y a quoi, 50 ans? En tout cas, ils ont fait des études, ils ont remarqué que ces gens-là, ils peuvent vraiment vivre avec très peu, ils sont heureux, ils sont contents, ils voient des gens régulièrement, ils ont des relations, et donc ils mangent des choses qui sont naturelles, souvent de leur propre potager, et ça fait qu'ils peuvent vivre très longtemps. Donc on n'a vraiment pas besoin beaucoup pour bien vivre. Pour dépasser ces clivages, il faut construire ensemble. Et quand je vois des jeunes au chômage qui sont embêtés, ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas de sous,
ça me fait vraiment mal. Comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à les intégrer, à ce qu'ils fassent des choses ensemble avec d'autres? On voit que le prix de banane et le canne de sucre est trop bas. On voit qu'on importe beaucoup trop de produits laitiers, trop chers. Et en plus, on a des problèmes avec la pollution. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre ce constat-là? Et donc, je propose qu'il faudrait encourager et aider les agriculteurs à faire de l'élevage, aider les agriculteurs aussi à s'installer. Terre de Liens est une association qui fait ça. Elle aide vraiment à des agriculteurs à s'installer. Peut-être elle pourrait aussi être active ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je suis membre de Terre de Liens. Ils font un travail très intéressant pour des jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer. Il faudrait aussi chercher des gens un peu qualifiés pour faire des coopératives ou des AMAP ou des choses comme ça, pour qu'on puisse produire localement et moins cher. Là, ça c'est un petit peu des choses qu'on pourrait mettre en place tout de suite. Enfin, c'est associations qui rapprochent les agriculteurs des consommateurs. Et on pourrait cultiver des jardins créoles. Je trouve vraiment dommage que si ça se perdrait, comme des jardins comme ça. Donc mais comme ça, on apprend à construire. Moi, j'ai grandi dans une coopérative d'habitants, dans un bloc, dans une petite ville. Mais mon père a cherché un jardin à l'extérieur. On a dû aller en voiture ou en vélo. Et on était souvent dans ce jardin à faire des légumes, des fruits et tout ce qu'on voulait. Parce que l'être humain n'est pas fait pour la vie et l'alimentation qui est produite par le centre. L'être humain n'est pas fait pour ça. La civilisation industrielle optimise tout pour l'argent et la rentabilité des machines. Elle veut même maintenant transformer les êtres humains en machines biologiques programmables. Donc les humains ont été créés pour vivre et cultiver et soigner un jardin en paix avec la nature et en paix avec les animaux. Ça, c'est notre vocation. Et il faut le dire. Voilà, je vous donne là les 4 ou 5 points. Comment on pourrait, avec une vision à long terme, j'espère déjà que la périphérie ne se laisse plus trop marcher dessus, qu'elle arrive à faire la coopération parce qu'elle pourrait seulement résister par la coopération. Donc, il faut avoir une vision à long terme et garder ou acheter des terres agricoles. Il ne faut surtout pas les vendre à ces grands riches là, comme Bill Gates et Ted Turner et tous les autres. Il faut résister à ça et je trouve une façon aussi d'aider les agriculteurs, c'est qu'ils créent des groupements agricoles d'exploitation en commun pour qu'ils mettent certaines machines en commun. Après, autant que possible, il faut acheter l'alimentation chez les agriculteurs à travers une AMAP ou une coopérative pour se libérer un peu de l'empire. Pour moi, l'empire, c'est l'industrie et les grands centres commerciaux qui prennent toute la valeur. Et on peut contourner ça en créant ces associations-là. On peut aussi créer des coopératives d'habitants pour être moins vulnérables face aux banques, parce que si vous avez plusieurs personnes qui créent des logements pour eux, un logement minimal pour eux, et mettent des infrastructures en commun, et après font un prêt commun, ça leur donne plus de facilité pour négocier avec les banques. D'ailleurs, c'est ce que fait David avec ces personnes. Ceux qui ont un peu plus d'argent apportent un peu plus, ceux qui en apportent un peu moins, et chacun a ce qu'il a pour sa vie, pour son intimité, mais on met aussi des infrastructures en commun. Donc si vous pouvez commencer ce genre de coopérative d'habitants, c'est même encouragé par la loi. À terme, et je pense que dans la société post-pétrole, les matières organiques des villes doivent aussi retourner à la campagne. Ça veut dire quoi? Actuellement, les stations d'épuration, les boues d'épuration, ils ont beaucoup de matières organiques. Sauf que ces matières organiques sont polluées, trop polluées. Mais à terme, il faudrait trouver une solution pour que ça retourne à la campagne. Et ça, on peut même faire des systèmes d'assainissement par quartier. Dans notre écoquartier que nous voulons faire, nous avons prévu de faire notre propre système d'assainissement où nous ne mettrons pas les produits toxiques ni dans les toilettes, ni dans les douches, ni nulle part. Et on pourra récupérer la matière organique de notre quartier. Tout est prévu. Et j'ai même parlé avec notre communauté de communes et le maire, et ils encouragent tout ça. Il faut construire aussi son identité, non pas contre les autres, mais plutôt avec Dieu et avec les autres. Parce que c'est important la manière comme nous créons notre identité. Le Dieu de la Bible libère du passé lourd et facilite le vivre ensemble. Parce que pour bien vivre ensemble, il faut quelque part quand même que les questions du passé
soit réglé. Et Dieu libère comme ça. Parce que la liberté consumériste, comme elle est vantée par les pubs, ça vient de l'Empire, et ça, pour moi, ça rend esclave. Donc, ne cherchons pas cette liberté-là, cherchons plutôt la liberté qui vient des relations qu'on a reconstruites et parce qu'on a créé son identité avec les autres. Voilà un petit peu quelques conseils pour dépasser ces clivages entre le centre et la périphérie. Alors, après cet exposé très intéressant, Peter vous a montré comment le centre qui domine finalement écrase tout et fait tout par rapport à ses propres intérêts. Alors nous, en Guadeloupe, nous sommes confrontés à ces questions-là. Par exemple, les grands centres comme Bemao, Jarry, Les Abîmes, Basse-Terre, Colep, Thibault. Vous avez comme ça des zones qui sont très 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 fréquentées parce qu'il y a tout. Et puis après, vous faites des kilomètres, il n'y a rien. Euh, et en fait, tout nous pousse à nous déplacer pour aller vers ces centres. Et si on ne se déplace pas, on a rien. Si vous voulez aller au cinéma, il y a des zones comme ça où il y a un cinéma, mais après, il n'y a rien. Donc, comment on peut repenser en fait nos modes d'habiter, notre façon d'habiter? Comment repenser ça à l'échelle de la Guadeloupe? Parce qu'en fait, ceux qui font les plans des villes, ceux qui font la politique de la ville, souvent les projets qu'ils proposent ne viennent pas d'ici. Ce sont des projets qui viennent d'ailleurs et qui sont plaqués sur notre territoire, hein. Et nous avions l'habitude de petites structures, nous avions l'habitude de vivre dans les lacs où voisins, voisines étaient proches. Nous avions l'habitude de marcher à pied pendant des kilomètres. Il y avait des habitudes qui étaient prises et qui faisaient qu'on était en bonne santé. Et donc, je ne sais pas, peut-être, est-ce que vous pouvez donner une expérience de comment vous viviez il y a quelques années et qu'est-ce qui a changé? Je demande au public de s'exprimer là-dessus. Oui, bonsoir. Il y a quelque chose, je pense, qui mérite qu'on réfléchisse dessus. Tu disais le vivre ensemble, la proximité. Il y a eu ce qu'on appelle chez nous les lolos. Le lolo, c'est un commerce de proximité, euh, mais qui a disparu. Et ça a créé beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est vrai parce que, bon, le centre aussi, hein, a joué un rôle parce que la modernité est arrivée avec la vente en gros, les réfrigérateurs, les prix et tout ça. Et le lolo, on allait acheter au lolo qui était à proximité. On se rencontrait. Et je pense que le lolo ne s'est pas assez modernisé sans ressembler au centre, mais se moderniser pour accueillir toujours le même accueil, mais s'adapter aux choses. Et il faudrait, je pense, qu'on pense à cela pour qu'on puisse les rétablir différemment de ce qu'on avait, mais avec les mêmes fonctions. Je pense que c'est juste une pensée comme ça. Pour moi, quand moi j'étais jeune, enfin jeune, vers 14 ans, 15 ans, je me souviens, dans mon quartier, on partageait tout. Bon, il y a de ceux qui plantaient, il y a de ceux qui élevaient des animaux, et quand on tuait les animaux, on ne vendait pas les animaux, on partageait les animaux pour ceux qui sont là. Et le jardin aussi. Alors, ça s'appelait bail coco pour savon. Et chaque personne, on vivait comme ça, et puis on était bien, on était heureux. Aujourd'hui, maintenant, bon, le voisin connaissait les enfants. Quand les parents partaient, ce sont les voisins qui gardaient les enfants et bon, on vivait comme ça. Maintenant, on a peur des voisins, on a peur même les parents, des parents qui sont là, des cousins, parce qu'on a peur de laisser nos enfants par exemple, aux voisins. On a peur que les voisins violent les enfants. Et là, on se méfie de tout le monde. Ce n'est plus la même vie maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. Hein. Par rapport à ça, je voudrais quand même parler d'une expérience que j'ai vue
des gens qui ont décidé justement de construire leur appartement ensemble, dans une coopérative d'habitants. Une que j'ai visitée plusieurs fois à Toulouse et une que j'ai visitée à Genève et une que j'ai visitée à Zurich. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ce que vous décrivez là, tout ça se trouve dans ces quartiers. J'étais là présent, j'ai discuté avec un des responsables. Il y a une femme qui passe, vous ne pouvez pas faire vite attention là, avec, chez mon sac, avec mon portefeuille et tout dedans. Je dois vite aller faire ceci et cela. Ou à Toulouse, j'ai vu, il y a un monsieur qui ne pouvait plus conduire la voiture, il était trop vieux. Ils avaient fait dans leur coopérative d'habitants qu'il y a des autres, des plus jeunes, qui l'amènent chez le médecin ou à l'hôpital. Il y a une dame qui était seule, qui était profession libérale et qui n'avait pas toujours des bons revenus. Il suffisait qu'elle se mette dehors, sur un banc ou sur le toit sous la pergola, et les enfants venaient chez elle et voulaient qu'elle raconte des histoires et lit des livres. Dans une grande partie de ces gens, c'est des jeunes d'aujourd'hui. Donc, si les gens avaient des exemples qu'on peut voir comment la qualité de vie peut être meilleure, un peu comme qu'on aura tous les avantages techniques d'aujourd'hui avec les avantages sociaux que vous avez vécus, mais les gens iraient. Vous ne pensez pas? Oui, et j'ai retenu aussi de garder son identité. Et l'identité chez nous, la langue. La langue, nous, on a une langue créole, mais qui véhicule, c'est pas seulement la communication. Puisque moi, je peux en parler, puisque moi, j'ai appris à parler créole avant de parler français. J'ai appris à parler le français à l'école. Donc aujourd'hui, la langue pour moi, elle est naturelle, c'est quelque chose de précieux. Et elle véhiculait aussi les valeurs du peuple guadeloupéen. Et ces valeurs-là ont été effacées parce qu'aujourd'hui, les jeunes parlent cette langue, mais nous, on avait des valeurs où on ne pouvait, il y a des mots qu'on n'exprimait pas devant les adultes. Et aujourd'hui, les jeunes maintenant, les mots sont devenus, ce sont des mots ils utilisent banalement dans n'importe quel sens. Quand on était avec son ami, on pouvait dire tel mot, mais ce mot-là était interdit avec les grands, respect des grands. Il y avait donc plein de choses comme ça. Je ne peux pas tout dire ici aujourd'hui, mais la langue véhicule beaucoup plus de choses que uniquement qu'on puisse se parler. Oui, mais se parler, mais il y a quand même des règles et des codes à respecter qui ont été perdus. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'ils parlent le créole, mais ils parlent un créole, mais déjà, il y a beaucoup de mots en français et le vrai sens des choses, ils ne l'ont pas. Le mot environnement, ça n'existait pas en créole. Il a fallu qu'Hector Poulet, Sylviane Telchid et d'autres travaillent autour de ça. Et maintenant, environnement se dit l'alirondage. On a inventé l'alirondage. Donc, on a un problème. Toute la vie technique et puis maintenant la vie de l'intelligence artificielle, il va falloir trouver les mots pour en parler en créole. Donc, il y a une pauvreté. Peter. Moi, je voudrais vous encourager à parler plusieurs langues de toute façon, parce qu'il y a des études très sérieuses qui montrent que ceux qui sont bilingues, voire trilingues, mais bilingues déjà, ils ont un déclin cognitif beaucoup plus tard que les autres. Ils ont moins d'Alzheimer et ils ont moins de sénilité ou s'ils l'ont beaucoup plus tard. Donc, c'est très bien, c'est un argument médical pour apprendre et parler deux langues. Et ensuite, ce purisme-là pour le vocabulaire que je connais en France, pour moi, en tant que Suisse, c'est un peu étrange. Parce que chez nous, de toute façon, on parle 3 langues dans le pays qu'il faudrait apprendre. Et moi, en plus, je parle un dialecte. Comme la plupart des Suisses germanophones, on commence par un dialecte et après on apprend l'allemand à l'école. Et quand je parle mon dialecte, la plupart des Allemands ne me comprennent pas. Donc, pour que je puisse communiquer avec eux, je dois apprendre l'allemand littéraire à l'école. Et après, quand je parle avec mes copains, les mots, ça va dans tous les sens. Tantôt l'allemand littéraire, tantôt le patois dialecte, et tantôt l'anglais. Mais bon, c'est pas grave. On apprend quand même plusieurs langues et le bénéfice médical, il y est. Alors, j'aimerais ajouter mon grain de sel à ce qui a été dit sur la langue. Récemment,
le concours de l'agrégation de créole a été suspendu, alors qu'on a conservé celui de Corse, de Breton, etc. On a suspendu celui de créole. Et donc les enseignants sont montés au créneau, etc. On ne sait pas si ça va être rétabli. Mais le créole, il y a une agrégation. Ça veut dire que c'est une langue, une vraie langue, qui est reconnue. Moi, je ne suis pas d'accord avec la notion de pauvreté ici. Tu parles du vocabulaire, voilà, le vocabulaire, mais c'est quelque chose de normal, puisque quand une langue n'est pas pratiquée, effectivement, les nouveautés arrivent et on ne dit pas les choses dans la nouveauté. Au Canada, au Québec, il y a des gens qui défendent la langue. Vous n'entendrez jamais quelqu'un dire email à Montréal. Il va dire courriel. Il va transformer le mot anglais qui va arriver, il va le dire en français. Parce qu'il y a une lutte, parce que les gens ne veulent pas que l'anglais gagne du terrain. Donc, ils sont conscients de la valeur de la langue et se battent pour la maintenir. Nous aussi, nous devons être conscients de la valeur de notre langue et la maintenir. Il y a ce qu'on appelle en linguistique le phénomène de diglossie, qui n'est pas la même chose que le bilinguisme. Le bilinguisme, vous avez deux langues qui sont à égalité. Par exemple, vous êtes anglo-français, à la maison, papa parle anglais, maman parle français. Donc les deux parlent les langues à l'enfant apprend les deux langues en même temps. En Guadeloupe, la diglossie, c'est vous avez une langue qui est supérieure, qui est le français, et une langue qui est inférieure, qui est le créole. C'est-à-dire une langue qui est infériorisée par le système. Et donc, quand l'enfant parle créole, on lui dit que c'est mal, on lui dit qu'il n'a pas le droit de s'exprimer en créole, on lui dit qu'il ne doit pas parler aux adultes en créole, on lui dit qu'il est mal élevé s'il parle créole. Et donc, on inculque déjà dès le jeune âge, et les parents répètent ça, c'est-à-dire qu'ils considèrent que si tu t'adresses à eux en créole, tu leur manques de respect. Alors, bien sûr, il y a un travail qui a été fait depuis pratiquement 40 ans. Hein. Il y a le GIREC avec Jean Bernabé, qui est un linguiste, un spécialiste qui a fait son doctorat sur la langue créole, et qui a effectivement fait évoluer la graphie du créole. C'est-à-dire le créole était une langue orale, ce n'était pas une langue écrite. Et donc il a fallu effectivement codifier la langue pour pouvoir montrer qu'on pouvait écrire le créole, il y a un créole correct, comme il y a un français correct. Simplement, quand les enfants rentrent à l'école, ils n'apprennent pas le créole. Un petit français de Paris, quand il rentre à l'école, il apprend le français. Il apprend le français. Or, un petit Guadeloupéen qui rentre à l'école, il n'apprend pas le créole. Parce qu'on considère que c'est pas dans le système, le créole n'a pas encore toute la place qu'il devrait avoir. Alors, dans certaines écoles primaires, effectivement, il y a des enseignants, effectivement, qui enseignent le créole aux enfants dès les petites classes. Donc, pour les nouvelles choses, etc., il faut laisser la langue vivre et puis laisser les gens inventer les mots qui sont utiles. Par exemple, le terme Guada n'existait pas il y a quelques dizaines d'années. Guada est apparu. Tu as vu marquer Guada pour une association. Guada, ça veut dire Guadeloupe. Mais il y a une trentaine d'années, ça n'existait pas. Donc le mot est arrivé et il est resté. Et donc, en fait, on ne sait jamais quel sera le destin d'un mot. Le mot peut mourir tout de suite ou le mot peut survivre. Et dans ce cas-là, le mot a survécu. Donc, le créole a une richesse. En plus, c'est une langue très facile à écrire, contrairement à ce qu'on dit. Le créole est beaucoup plus facile à écrire que le français. Le créole, tu écris ce que tu entends. Donc, c'est pas compliqué. Mais on a un blocage psychologique. On croit qu'on ne pourra pas écrire le créole alors qu'on peut l'écrire facilement. Alors, depuis des années, il y a ce qu'on appelle la dictée créole en Guadeloupe. Chaque année, eh bien, on met en place des dictées pour que les gens, petit à petit, s'habituent à écrire. Mais je pense que que ce soit l'Alsace, que ce soit la Bretagne, que ce soit la Corse, toutes ces régions ont dû se battre pour le maintien de leur langue et de leur culture. Au niveau de la langue, on remarque aussi toujours ce clivage centre-périphérie. En Guadeloupe, et je l'ai vécu encore plus en Martinique. Par exemple, tous ceux qui habitent en périphérie de Fort-de-France, qui est la ville phare, le Fouillalais ne parle quasiment pas créole. Ils considèrent que le créole, c'est les enfants qui habitent plus vers le Robert, le Prêcheur, les petites villes. Et c'est pareil, en Guadeloupe, ça a été un petit peu aussi. Hein, c'est-à-dire que quand on va à l'école, les enfants qui parlaient créole étaient considérés comme ce qu'on appelait les enfants qui habitaient la campagne. C'est vrai que l'île n'est pas grande, mais on faisait quand même la différence entre la ville et la campagne. Si on habitait Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, on trouvait
beaucoup de personnes qui parlaient quasiment très peu le créole. Ceux qui venaient des campagnes utilisaient le créole. Et puis, on disait aussi aux enfants de ne pas trop parler créole de façon à ne pas mal parler le français, parce que quand on parlait créole, on confondait, on pouvait dire le pour la, un pour une. Et donc, les parents mettaient en garde parce qu'en fait, on n'allait pas progresser comme ça, or que, en fait, on se rend bien compte que c'était le contraire. En fait. Mais c'est toujours ce clivage centre-périphérie, même au niveau de la culture. Oui, et même au niveau de la, même au niveau de la Guadeloupe, hein, je pense ceux qui habitent vraiment quelque part au fond de la montagne, ils se sentent la périphérie de Pointe-à-Pitre. Hein. C'est clair. Et nous avons aussi toutes les îles comme Marie-Galante, les Saintes, la Désirade. Alors, il y a un mot que je n'aime pas, on les appelle les dépendances. Les dépendances. Alors, vous imaginez quand vous êtes né sur une dépendance, parce que voilà, hein, double insularité, voilà, dans la langue, dans le vocabulaire, on est déjà marginalisé parce qu'on habite Désirade, on est une dépendance. Voilà. Mais, j'ai une question. Quel est le pourcentage des Guadeloupéens qui comprend très bien le créole? Pratiquement tout le monde. Mais alors, pourquoi les radios ne parlent pas créole? Est-ce qu'ils parlent créole? Ah, ils parlent. Alors ici, il y a un grand effort qui est fait parce qu'à l'école, les élèves ont une option créole. Depuis les petites classes hein, jusqu'à la terminale, les enfants peuvent prendre le créole comme langue vivante et ils peuvent passer créole au baccalauréat. Donc il y a comme un gros progrès qui est fait. Quand on regarde les autres régions de France, par exemple la Bretagne ou l'Alsace ou des régions comme ça, le créole a quand même survécu parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour que le créole puisse survivre. Et aujourd'hui, le créole fait plus que survivre. Alors bien sûr, il y a encore des progrès. Donc, il y a quand même dans ce sens une identité qui est là, Oui. qui devrait aussi aider à réunir d'une certaine manière. Les fêtes folkloriques que je vous ai montré une là, est-ce que c'est encore quelque chose qui est ancré dans la culture ou c'est vraiment marginal? Oui. Oui. Donc ça marche. Oui. Oui, je disais qu'il y a il y a un aspect des choses dont je parlais à propos des syndicats qui réclamaient les logements, mais ils ont aussi fait un travail de désinhibition qui est formidable, qui est profond, et ce qui fait qu'un certain nombre de personnes vont parler créole. Vous êtes fiers d'être guadeloupéen, avec tout ce que ça implique, mais parce qu'il y a eu ce travail où, oui, l'estime de soi a été restaurée, la confiance en soi, etc. Donc ça sera en principe une bonne base. Si les gens qui se réunissent avec une identité pour des fêtes comme ça, ça pourrait m'imaginer, ça devrait être des gens qui sont aussi capables de fonder une association d'AMAP ou de fonder... combien de jeunes peuvent aujourd'hui n'ont pas les revenus pour s'acheter un logement tout seul? Il y en a certainement pas mal. Donc, par contre, si vous avez tout plein de ces jeunes qui se mettent ensemble, plus peut-être encore quelques vieux qui ont déjà encore des économies un peu dessous, pour créer un coopératif d'habitants comme ceux dont je vous ai parlé. Il y a 400 projets comme ça en France. Hein. Donc, pourquoi pas en faire une ici? D'ailleurs, David en a fait une pour les personnes âgées, là. Et c'est le même état d'esprit. Je pense, vous allez créer les liens nécessaires et un moyen de faire des choses ensemble que tout seul, vous n'arriverez pas. Alors David, quelques mots peut-être de David sur son expérience précise sur les maisons partagées, parce qu'effectivement c'est un projet qui a abouti, donc il peut nous aider à comprendre comment on fait. Oui, c'est très difficile. Du moins, je pense qu'il faut être courageux et il faut savoir aussi s'affranchir, tout en jouant un peu avec, je dirais, la règle du jeu. Parce que IB Service, le partenaire du quotidien, est un établissement qui est bien classé, bien rangé. Donc, il répond à un cahier des charges qui se trouve donc dans le Code de l'action sociale et aux familles et qui notamment intervient auprès des publics fragilisés. Bon, ça, on comprend. Les institutions, notamment le conseil départemental, depuis tantôt dit qu'il faudrait
sinon bifurquer, en tout cas proposer autre chose que ce qui existe et qui, force est de constater, ne correspond pas tout à fait aux mœurs du pays, puisque les gens, à l'époque, vivaient chez eux. Ce sont, comme a pu dire les différentes, voilà, les interlocuteurs précédents, voilà, c'est la famille qui s'occupait, c'est le quartier qui s'occupait des gens, et les transférer comme ça dans de grands ensembles aseptisés, etc. Donc voilà. Il est démontré qu'ils vieillissent moins longtemps dans ces espaces, dans ces lieux. Donc, on réfléchit, on entend, on voit, puis ensuite, on avise qui de droit pour leur demander ce qu'ils en pensent, d'autant plus qu'ils se sont prononcés pour ce type de solution. Mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a un système qui est en place et qui ne veut pas forcément que d'autres acteurs arrivent sur le terrain. Parce qu'ici, on ne peut pas forcément faire de grandes maisons partagées. On est sur un modèle très à taille humaine, mais il y a d'autres dispositions qui existent en France, et notamment dans les pays scandinaves, dans les pays même de l'Europe du Sud, où ils ont pris ces initiatives. Et même à côté de nous, en Martinique, ils ont innové là-dedans. Nous, on a du temps de retard. Peter est venu et a pu déclarer que nous sommes en quelque part le témoin vivant d'une société post-pétrole. Vous imaginez? Quelle fierté pour les équipes. On n'a pas de subvention. J'ai décidé de faire sans subvention. Donc c'est de l'ingénierie et même l'expert comptable me dit qu'il ne comprend pas. Il y a à la fois, l'idée c'est maison partagée et accompagnée. Donc partager, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui habitent cette maison, et ce n'est pas n'importe quelle maison parce qu'il y a aussi des conditions de sécurité, il y a aussi les espaces qui doivent être, j'allais dire, adaptés, puisqu'on a des publics semi-dépendants, autonomes, etc. Donc des personnes, comme a pu dire une jeune dame qui est en chaise roulante, mais qui a une trentaine d'années, et qui vit aussi avec d'autres j'allais dire, habitants qui ont des troubles cognitifs, d'accord, à des stades plus ou moins avancés, mais force est de constater que cette vie collective, que cette vie de relation, n'est-ce pas, a guéri les gens, pas guéri au sens où ils sont plus Alzheimer, mais voilà, ils sont plus en solitude. Les proches également, du coup, peuvent gérer autrement leur vie, parce qu'il y en a une d'entre elles qui allait trépasser, n'est-ce pas, et qui, en attendant cette solution proposée donc par notre organisation, eh bien, a accouru à la maison partagée, et c'est plus de 100 dossiers que nous avons reçus. Pourquoi ça fonctionne ici avec nous alors que d'autres l'ont tenté? Ça a échoué. C'est sans doute l'esprit et la grâce qui surabonde chez nous. Merci David, je crois que c'est un exemple à saluer effectivement. Donc je pense que j'allais dire les grands esprits se rencontrent. Et oui. Je reprends toujours les termes, parce que les termes sont bien placés. Un exemple comme ça, je pense que, elle se disait comment il a fait, mais je pense que quand on s'attaque comme ça à des géants, il ne faut pas avoir peur non plus de se marginaliser. Parce que c'est comme si devant les instances qu'il a rencontrées, il était un marginal. On est marginal parce que l'idée est tellement petite devant les géants et ça paraît tellement irréalisable devant les géants que si on regarde trop, on se sent marginal et on peut abandonner. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se marginaliser pour arriver. Et juste deuxième chose, par rapport à la langue, je fais une petite expérience au cours des années que j'ai déjà vécues. Pendant un moment, moi, il m'était interdit de m'exprimer en créole lorsque j'étais enfant. Ensuite, en grandissant, le créole m'a toujours intéressé. Et ce qui étonne beaucoup de personnes, c'est que je le parle, mais avec les vrais mots anciens quand je le parle. Mais j'ai remarqué que les jeunes, maintenant, ils ont la possibilité, on leur donne la possibilité, mais il y a une génération, ils n'y arrivent pas du tout. Et je trouve ça un petit peu bizarre. Maintenant qu'on a toutes les possibilités, mais ils ne le pratiquent pas. Mais par rapport à David et la marginalisation, je voudrais dire une chose. Tous les prophètes ont été des marginaux.
Le problème des prophètes, c'est souvent qu'ils ont trop d'avance sur les autres. Donc, prenez l'identité. David n'est pas marginal. Il est un prophète qui a trop d'avance sur les autres. Ouais. Ouais. Donc, Et- économiquement, je trouve que Mais on ça a un coûte. rôle de la résistance à faire. Quand on a parlé des lolos, par exemple, c'est une forme de résistance. Et moi, j'ai décidé que je ne faisais pas toutes mes courses au supermarché. Je donnais une part à lolo. C'est-à-dire que dans mon budget, Vous pouvez me traduire ce que ça veut dire, Lolo? c'est des, Un commerce, c'est des petites, une épicerie. des Ok. petites épiceries où c'était aussi un lieu de vie. Voilà. Et vous aviez à l'époque un carnet de crédit chaque mois ou chaque quinzaine, la maman venait payer. L'enfant allait acheter, il y avait le nom de la maman et ensuite elle payait. Et dans les écoquartiers que j'ai visités, souvent, en tout cas ceux qui sont un peu plus grands, ils ont carrément un Lolo dans le quartier, qui sert en même temps aussi de restaurant. Ah oui. Ou en moins de café. Peut-être pas restaurant, mais de café. Ça, Donc- ce sont des choses qu'on peut faire, franchement. Ça, on peut, vraiment, on peut faire ça. Oui. Et parce qu'il ne faut pas oublier, si vous habitez là où j'habite, si pour aller jusque, je ne sais pas, dans le grand supermarché, mais chaque kilomètre, ça coûte 50 centimes avec la voiture. Mais je pense aussi qu'avec les réseaux des églises, il y a des choses à faire. Il y a un concept qui s'appelle Église verte, qui sont très, très, très sensibilisés à ces questions-là. L'Église verte, hein. Et donc, je pense que les communautés peuvent s'organiser, puisqu'elles se regroupent, elles se retrouvent, elles se connaissent. Elles peuvent faire une sorte d'AMAP, en fait, à partir du réseau d'églises et mettre ça à disposition des gens et étendre ça au quartier, à toutes les personnes qui voudraient. Mais je pense que comme on a peur, en fait, de faire par nous-mêmes, parce qu'on veut toujours que ce soit la puissance publique qui puisse nous dire comment on fait. Mais si on prend l'initiative, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous produisez des œufs, vous pouvez, ou alors vous demandez, vous regroupez pour aller acheter des œufs. Vous avez un petit carnet et vous prenez vos œufs pour l'année, comme disait Peter. Hein, vous prenez vos œufs pour l'année chez celui qui les produit. Comme ça, lui, il produit à tête reposée et il y a quelque chose de bien.